Bonjour, je vais vous parler de la modélisation de réservoirs complexes, ou on dit plus souvent hétérogènes. Alors, un problème très courant qu'on trouve en mine, en pétrole, en environnement, hein, c'est celui de se représenter une réalité qui n'est que partiellement observable. Alors, c'est en particulier la situation courante de la géostatistique, hein, qui procède schématiquement en deux étapes. L'une consiste à faire une analyse de la variabilité dans l'espace. Et la deuxième étape, c'est celle d'exploiter cette variabilité pour se faire les représentations voulues. Alors, en ce qui nous concerne aujourd'hui, on va s'intéresser aux réservoirs hétérogènes et typiquement, il s'agit à partir de données de puits, comme ici, hein, à se faire des représentations plausibles de la réalité de ces réservoirs. Hein. Il s'agit de compléter l'information disponible pour couvrir l'espace et avoir au final des blocs 3D. Donc, je vais essentiellement me limiter à des représentations en lithofaciès. Donc, on va construire des blocs 3D de lithofaciès. Alors, ce sujet de modélisation de réservoirs hétérogènes, c'est quelque chose qui est en développement depuis pas mal d'années, hein, à Mines ParisTech. Et je vais parler de deux approches, l'une qui sera purement stochastique, et l'autre, au contraire, qui sera génétique. Alors, la première approche, c'est celle des Gaussiennes-Seuillé. Alors, c'est une approche qui a été développée dans les années 80 hein, avec l'IFP, avec qui on travaille toujours régulièrement sur ces types de sujets. Au départ, il s'agissait de représenter des réservoirs fluviaux-deltaïques. Et il y a un travail suivi avec un livre de synthèse qui a été publié en 2003 et réédité en 2011. Alors, les applications de ce modèle de Gaussien-Seuillé sont courantes en pétrole hein, et intéressent maintenant et sont d'usage courant aussi en mine. On verra quelques exemples. Et la méthode est implémentée dans beaucoup de logiciels utilisés dans le monde pétrolier ou autres. Alors, l'idée première de ces modèles Gaussien-Seuillé, c'est de partir d'un champ aléatoire, gaussien, et d'appliquer un seuil. Donc ici, vous voyez une section. On applique un seuil, et ça génère une image qui représente un ensemble aléatoire, lequel va dépendre du niveau de seuil utilisé ici. Donc c'est en ceci que c'est l'approche stochastique, hein, purement. Alors, ça c'est ce qui se passe avec un seuil. Maintenant, on peut prendre plusieurs seuils et on peut générer comme ça différents faciès séquentiels. Donc ça, c'est ce qu'on peut obtenir à partir d'un seul champ gaussien. Hein. Et c'est comme ça qu'ont été faites les premières simulations de réservoirs. Alors très rapidement, il s'est avéré qu'il était intéressant de pouvoir utiliser plusieurs composantes gaussiennes. Ici, par exemple, un seuillage sur une des composantes va nous donner un certain faciès, tandis que le seuillage complémentaire sur la seconde composante nous donnera la répartition des faciès du complémentaire. Alors, quelque chose qui est important, évidemment, lorsqu'on fait un tel seuillage, c'est cette règle de seuillage, hein, ce qu'on appelle le drapeau, c'est-à-dire comment on répartit les faciès en fonction des seuils utilisés sur les deux gaussiennes, ici. Et vous voyez deux cas voisins, mais qui conduisent à des simulations relativement distinctes. Hein. Vous voyez à gauche, par exemple, on a l'impression que
ce qui est en vert recouvre à l'emporte-pièce tout le reste, alors que c'est plutôt ce qui est en rouge dans le cas de droite. Alors, ceci, c'était dans un cas, je dirais, hétérogène, mais l'hétérogénéité est constante dans l'espace, elle est stationnaire. Hein. Voilà, c'est ce qu'on a vu. Maintenant, si on veut quelque chose qui soit non stationnaire, eh bien, on peut utiliser un seuil qui varie dans l'espace. Alors, c'est une technique très utilisée dans la modélisation de réservoirs fluodeltaïques, par exemple. Ici, par exemple, c'est les seuillages constants selon la verticale qui génèrent quelque chose de stationnaire selon la verticale, ici en coupe verticale. Tandis que si on a des informations de puits qui conduisent à privilégier certains horizons, on peut conditionner les simulations par une courbe de proportion verticale ici, qui va générer quelque chose de non stationnaire en verticale. Alors, une propriété très intéressante de ces champs gaussiens œillés, et c'est peut-être d'ailleurs pour ça que ça a été construit à partir de champs gaussiens, hein, c'est le fait qu'on conditionne à des données de puits. Par exemple, ici, on a un puits dans lequel on a observé de l'argile, et cette simulation va bien reproduire l'argile en ce point-là. C'est ce qu'on appelle le conditionnement au puits. Et à droite, c'est une autre simulation, donc une autre image possible de la réalité, hein, mais qui va également respecter les données de puits. Et le champ gaussien va permettre de conditionner effectivement à ces données de puits. Ici, même simulation, mais observée en verticale. Vous voyez le puits. Les données le long du puits sont les mêmes, alors que dès qu'on s'écarte du puits, on peut observer des choses très différentes. Alors, la technique est également utilisée dans le domaine minier pour comparer différents scénarios d'exploitation, comme ici dans les porphyry copper chiliens, et également en uranium, par exemple, pour les prévisions de récupérables en lixiviation in situ. Donc on voit différentes images possibles, hein, de la minéralisation qui est entre les faciès oxydés et non oxydés. Alors, il y a encore beaucoup d'extensions possibles à ce type de modèle. Par exemple, pour ces gisements en roll-front, il y a des extensions qui consistent à faire des décalages entre le faciès minéralisé et les faciès oxydés et réduits. Hein. Donc la minéralisation étant plus d'un côté que de l'autre, ici obtenue par translation dans le modèle, ici par ombrage dans le modèle. Et on peut imaginer, avec le jeu des choix des composantes gaussiennes, le jeu du drapeau pour faire le seuillage, beaucoup de variantes, dont certains sont présentés sur le poster que vous pourrez voir, ce qui pose quand même en pratique le problème de déterminer le modèle lui-même, hein, d'identification du modèle. Alors il y a une autre famille de modèles apparentés qui semble assez intéressante aussi, sur lesquels on travaille actuellement, c'est ce qu'on appelle les modèles de substitution, comme vous voyez ici certaines images, hein, qui sont intéressantes apparemment pour modéliser certains champs de carbonate. Alors, un développement actuel également, c'est celui de l'inférence des paramètres, qui est quand même un petit peu difficile, vu que le champ gaussien n'existe pas, et pourtant c'est celui qu'il faut générer. Donc ça pose des problèmes de choix de structure à reproduire, sachant qu'on observe seulement des faciès au point de données. Alors sans rentrer dans les détails, il s'agit les développements que l'on fait consistent à automatiser la détermination de la structure spatiale, géostatistique, hein, par le variogramme de ces champs gaussiens à partir des données disponibles. Alors, second volet de cette présentation, les modèles génétiques. Alors, modèles génétiques, ici, pour des réservoirs chenalisés méandriformes. Alors ça, c'est un projet plus récent qui a démarré au début des années 2000. Hein.
qui est une collaboration entre des géostatisticiens et des géologues. Et il s'agissait là de reproduire des formes de réservoirs un petit peu plus complexes et qu'on aurait du mal à reproduire par d'autres techniques, par exemple des techniques purement stochastiques. Et donc l'idée, c'était tout simplement de simuler la genèse, c'est-à-dire ici la sédimentation du processus. Alors c'est dans le cas de systèmes méandriformes fluviatiles et éventuellement turbiditiques. Donc on simule la sédimentation sur des échelles de temps longues, mais en fait la simulation elle-même est extrêmement rapide. Alors c'est un développement qui a été possible grâce à la collaboration d'entreprises de l'industrie pétrolière. Hein. Et c'est une technique qui commence à intéresser également la mine, et évidemment les gens qui s'intéressent aux ressources en eau. Alors, schématiquement, un système chenalisé méandriforme, une rivière qui méandre. Hein. Vous voyez que quand elle méandre, elle migre et elle dépose des barres de méandre, ici, qui ont effectivement des formes un petit peu curieuses hein, et qui sont potentiellement d'excellents réservoirs. Donc c'est en particulier ça qu'on cherche à reproduire. Alors, lorsque le chenal méandre, il arrive que certains méandres se recoupent, et donc ça conduit à des bras abandonnés qui se remplissent de matériel fin. Également, de temps en temps, il y a des crues de débordement avec dépôts de sédiments sur la plaine. Alors, les levées s'accroissent, qui bordent le chenal, ici. Tandis que plus loin sur la plaine, on a des dépôts de particules plus argileuses. Enfin, il peut y avoir des ruptures de levée, avec éventuellement des dépôts de lobes de crevasse. Alors, le modèle, lui, il est basé sur l'évolution du méandre dans le temps, qui obéit à des lois de l'hydraulique. Donc vous voyez le développement des méandres avec des recoupements également. De temps en temps, donc, je disais, il y avait dépôts de sédiments donc à gradation, dépôts de sable à l'intérieur du chenal et de particules plus fines et moins épaisses au-delà. Et de ce fait, le chenal se trouve en position surélevée par rapport à sa plaine, comme on voit ici en coupe verticale. Ce qui fait qu'on peut avoir des ruptures, et ici un lobe de crevasse, et éventuellement le chenal peut suivre un autre parcours, ce qu'on appelle les avulsions. Alors les avulsions peuvent se produire à partir d'une rupture qui a lieu en dehors du domaine, bien entendu. Et enfin, il peut y avoir des dépôts de matière organique, de tourbe, dans les parties les plus basses. Et donc, au final, on a un système relativement complet hein, qui reproduit les processus majeurs, je dirais, pour de la sédimentation de ce genre de système. Alors, avec ça, on peut reproduire ce type de corps sédimentaire hein, avec des architectures très variées selon les paramètres en jeu. Ici, par exemple, on a des méandres très développés. Hein, vous voyez des barres de méandres très développées dues à des faibles taux d'aggradation et peu d'avulsion. Au contraire, ici, on a des espèces de spaghettis. Hein, il y a beaucoup d'avulsion et d'aggradation. Alors ceci, c'est une modélisation d'un champ en Espagne, le champ de Loranca. Donc vous voyez ici des barres de méandres isolées, hein, reproduites par le modèle. Là. Tandis qu'ailleurs, dans la même région, on a plutôt des barres érodées et amalgamées, comme on peut voir ici.
Voilà, alors à l'heure actuelle, Flumi, c'est-à-dire le nom du projet, c'est un logiciel autonome et qu'on peut plugger dans d'autres logiciels plus ambitieux. Actuellement, Flumi est disponible dans Isatis. C'est aussi un projet de recherche, Flumi, dont les buts sont l'amélioration du modèle physique qu'on utilise, des outils d'aide à la décision pour choisir relativement facilement les paramètres en jeu, un conditionnement au puits, parce que ça, dans ce type de modèle, on ne sait pas bien conditionner au puits, c'est-à-dire reproduire exactement les valeurs qu'on connaît. Et puis, à plus long terme, l'extension à d'autres environnements. Alors les turbidites, on l'a déjà un petit peu fait, c'est relativement proche de ce qu'on a fait en fluvatile. Et puis, pourquoi pas des systèmes anastomosés ou des rivières en tresse ou des choses comme ça. Alors, sur chacune de ces deux approches, il y a un poster qui vous permettra de voir des choses un petit peu plus fouillées, des applications aussi. Voilà. Je vous remercie. Voilà, merci Jacques pour cet exposé. On a le temps de prendre une ou deux questions. Ah. Merci Didier Graillot, École des mines de Saint-Étienne. Finalement, avec ce processus qui est intéressant de reconstitution des méandrages, est-ce que vous pourriez retrouver des topographies anciennes, finalement, puisque le processus de méandrage est très lié donc, à la pente, à la topographie. Donc là, je ne sais pas si vous utilisez des MNT, enfin, à quelle résolution, mais est-ce qu'on peut éventuellement donc, retraiter de la donnée topographique ? Là-dessus, j'ai pas de réponse, mais peut-être que Pierre aurait un avis là-dessus. Pierre, géologue qui s'intéresse, qui fait partie de l'équipe Flumi. Est-ce que vous pouvez peut-être repréciser votre question? Vous parlez de reconstituer l'évolution de système naturel à partir du logiciel, c'est bien ça? C'est un peu délicat parce qu'on travaille... je pense que le modèle n'est pas adapté réellement à reproduire exactement l'évolution d'une rivière dont on connaît relativement bien son évolution, tout du moins où on peut retracer son histoire. L'objectif du modèle, à mon sens, est plutôt en se basant sur les caractéristiques d'un système fluviatile, être capable de générer un réservoir qui n'est pas une copie de celui qu'on veut modéliser, mais plutôt qui a des caractéristiques statistiques très similaires en termes de connectivité des corps sable réservoirs, de la proportion entre les faciès réservoirs et les faciès plutôt imperméables. L'évolution des méandres et du tracé est trop aléatoire pour retracer de manière précise un système connu en fait. Donc c'est plutôt une modélisation qui est statistiquement représentative d'un système ancien, mais ce n'est pas le même en fait. On mime les processus, la géométrie et l'évolution du système est en adéquation complète avec son fonctionnement naturel, donc lié à sa profondeur, à sa vitesse de migration. Par contre, on n'a aucune assurance de retracer exactement le parcours de cet ancien système. Il est simplement statistiquement proche de celui qu'on modélise, en termes, ce que je disais, de propriété réservoir, mais pas de tracé exact en fait. Il y a trop de liberté dans la modélisation pour retracer de manière précise le système. Oui, peut-être pour rajouter un tout petit peu, a priori, ce sont quand même des systèmes aléatoires, donc on peut générer plusieurs images, et ensuite, comment ça se passe finalement? On en génère beaucoup, on en génère peu, qu'est-ce qu'on en fait de ces images? Tu peux préciser peut-être un peu? Alors bon, l'intérêt de ce type de simulation, c'est effectivement la possibilité d'avoir plusieurs images compatibles à ce qu'on connaît sur les données. Hein. Alors, ce qu'on en fait, je dirais que nous-mêmes qui construisons les modèles, nous n'en savons pas grand-chose.
Et les gens, par exemple, qui utilisent ça, typiquement en mine, vont se baser sur des simulations pour voir différents scénarios, hein, optimistes, plus pessimistes, pour essayer d'avoir des repères dans ce qui peut arriver, quoi. Voilà. Je pense, mais là je ne sais pas précisément dans le domaine pétrolier, si on ne procède pas pareil lorsqu'on fait des simulations d'écoulement ou de l'history matching dans les gisements. On doit classer les simulations selon certains critères externes, je dirais, hein, ou postérieurs. Et juste en attendant la question, tu peux parler un tout petit peu de temps de calcul? C'est des choses très longues, ça se fait finalement très bien. Alors, sur Flumi, c'est très rapide, en fait. Vous voyez là, typiquement, là c'est 100 000 itérations qui représentent à peu près 100 000 ans, hein, 3-4 minutes sur un petit ordinateur, quoi. Voilà, donc on n'attend pas, quoi. Et les simulations gaussiennes, c'est aussi l'ordre de quelques minutes, hein. Voilà. Donc ça, c'est pas une limitation. Bonjour, Ronan Fablet de Télécom-Bretagne. C'était une question un peu dans le prolongement. Il y a des méthodes assez similaires qui sont utilisées pour d'autres champs géophysiques dynamiques, où on utilise des simulations stochastiques pour faire de la reconstruction et de l'assimilation. Donc on va générer plein de simulations et de trajectoires, donc plutôt sur des aspects dynamiques, hein, des évolutions dans le temps. Je voulais savoir si c'est des choses qui pouvaient faire sens aussi sur ce type de problématique. Là, je suis désolé, mais je ne suis pas vraiment en mesure de vous répondre là-dessus. Si, Hans ? Donc ça, c'est très commun, des techniques, par exemple, de filtre de Kalman, d'ensemble. Donc, voilà. L'IFP a travaillé là-dessus en particulier. Non, les plurigaussiennes, oui. Les plurigaussiennes, oui. Bon, je pense que dans le sens où Philippe Jamet a parlé au début, il faut que vous discutiez un petit peu là-dessus, quoi. Ça me paraît évident.